Alors, bonjour tout le monde, ici Christian Pomerleau, en direct sur Facebook et LinkedIn pour notre capsule économique du 30 juillet 2025. Alors, bienvenue à tous les investisseurs, les passionnés d'économie, les courtiers immobiliers hypothécaires et bien sûr tous ceux qui ont mis un rappel pour ne pas manquer la grande question du jour. Qu'est-ce qui va se passer dans 9 minutes avec le taux directeur? Alors, qu'est-ce que va faire la Banque du Canada dans cette période au contexte tellement incertain? Mais avant qu'on dévoile le verdict final, on va prendre le temps de mettre la table ensemble. Alors, préparez-vous un bon café bien corsé. Moi, je l'ai fait, surtout avec mon mal de gorge, j'ai pas le choix. Alors, on va plonger dans des chiffres. En passant, selon le sondage Reuters mené la semaine dernière auprès d'à peu près 28 économistes, 100%, tous s'attendent à un maintien du taux directeur. Fait que là, vous allez dire que ça sert à rien d'écouter l'émission. De bord, il vient de le dire, mais on va voir. Peut-être qu'on peut avoir une surprise. Mais rassurez-vous, plus que 60% s'attendent à une ou deux baisses d'ici la fin de l'année. Alors là, maintenant, on va regarder le contexte économique international pour voir d'où on part avec tout ça. Dans le monde, on nage encore dans un océan d'incertitude. La croissance mondiale pour 2025 est prévue autour de 2,9%. C'est tiré par une relance modeste en Europe, puis une performance robuste des États-Unis en 2024. En Chine, par contre, on parle d'un ralentissement majeur avec une croissance qui va être inférieure à 4%, principalement à cause de leur marché immobilier déprimé et d'une demande intérieure qui est encore assez frileuse. Disons que c'est pas avec ça qu'ils vont relancer leur version du grand rêve chinois. En Europe, l'Allemagne est en contraction, l'Italie ralentit, mais la France puis l'Espagne y tirent leur épingle du jeu. Les prévisions globales sont prudentes avec la tension géopolitique qui est toujours persistante. On a la guerre en Ukraine, disons même les guerres à gauche et à droite maintenant, on a le défi en mer de Chine, le combat tarifaire en plus de ça. On ajoute à tout ça une fragmentation commerciale croissante avec une inflation encore présente dans les économies émergentes. Bref, le monde avance, mais vraiment sur la pointe des pieds. Les États-Unis. Croissance et tension, le produit intérieur brut de nos voisins sudistes a atteint 2,8% en 2024. C'est propulsé par trois moteurs, la hausse des marchés boursiers, les dépenses gouvernementales, puis une migration record qui alimente la croissance démographique. Mais en 2025, ça s'annonce tout de même un peu plus difficile. Évidemment, les tensions commerciales sont là, les tarifs, la hausse des coûts d'importation risquent de plomber leur croissance à 1,6 ou 1,8, dépendant des études qui sont faites. Le taux de chômage lui a reculé à 4,1% en juin. Les consommateurs américains réduisent leurs dépenses en biens durables parce que les attentes inflationnistes demeurent assez élevées. Et la Fed, qui reste prudente, avec Jérôme Powell, son directeur, qui semble vouloir maintenir le taux directeur fixe pendant que Big Trump revendique, lui, des baisses. Fait que le Trump-Powell semble être la nouvelle bataille qui va se pointer à l'horizon. On va voir ce qui nous attend plus tard. Mais attention, la politique monétaire américaine a un effet direct sur le dollar canadien. On le sait tous, les taux obligataires, nos taux hypothécaires ici. Alors, c'est pas comme à Las Vegas. Ce qui se passe à Washington ne reste pas à Washington. Alors, le Canada, on a une croissance molle, l'inflation contenue, puis un emploi fragile. Alors, la croissance réelle prévue en 2025, c'est 1,3% avec un ralentissement marqué qui est attendu au deuxième trimestre. Le produit intérieur brut a progressé de 2,2% au premier trimestre, mais cette hausse est en grande partie attribuable à une exportation massive en avance des droits de douane américains, puis à l'accumulation des stocks. Alors, on est dans du fake croissance en ce moment. La demande intérieure, elle reste faible. Les ménages se montrent assez prudents. L'épargne monte. Les achats de biens durables ralentissent. Le taux d'épargne nationale est à 5,7%, mais au Québec, ça dépasse 9,9%. C'est assez irrégulier. On peut dire que les Québécois ont bien lu les petits caractères de leur contrat hypothécaire. Le taux de chômage est à 6,9% au Canada, avec une détérioration du marché de l'emploi. Malgré qu'il y a eu de la création d'emplois, on va en parler tantôt, les nouvelles embauches sont quand même faibles.
puis plusieurs secteurs qui sont restés quand même à l'arrêt. Pour ce qui est de l'indice des prix à la consommation, notre inflation traîne autour de 1,9 %, mais l'inflation reste de base, elle reste à 2,7 % en raison des loyers et des services. Quand on regarde l'inflation fondamentale qui est si importante pour la Banque du Canada, on voit que l'IPC tronc est à 3 %, puis l'IPC médian est à 3,1 %. Notre inflation générale est modérée, principalement à cause de l'arrêt de la taxe sur le carbone qui a fait fléchir les prix de l'énergie. Fait que c'est ça qui a un effet progressant là-dessus. Tantôt, j'avais parlé de l'emploi. Oui, il y a une progression en juin avec 83 000 créations nettes au Canada. C'est une surprise pour les marchés, mais le secteur demeure tout de même fragile et à surveiller. Maintenant, la guerre commerciale, l'effet Trump. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les États-Unis menacent d'imposer des droits de douane allant jusqu'à 35 %, voire même 50 % sur certains produits canadiens. L'échéance du 1er octobre approche, ben là c'est sûr, là, c'est demain. Et l'incertitude commerciale complique vraiment le travail de la Banque du Canada, puis certainement celle de notre nouveau premier ministre Mark Carney. Il y a certains analystes comme Jimmy Jean de Desjardins qui estiment que la Banque du Canada est très consciente que ces hausses tarifaires risquent de générer un choc inflationniste temporaire, mais insuffisant pour retarder l'assouplissement si nos fondamentaux restent faibles. Le scénario qui est le plus redouté, ce serait une vague de tarifs qui affecte surtout l'Ontario et le Québec, qui affecterait nos secteurs métallurgiques, agricole, manufacturier. Dans ce cas-là, la BDC pourrait devoir, la BDC, là je parle de la Banque du Canada, faut faire attention, la Banque du Canada pourrait devoir intervenir plus agressivement en automne pour soutenir notre économie. Autrement dit, à l'automne, on verrait les taux tomber en même temps que les feuilles. Alors, on va parler d'immobilier, les mises en chantier. C'est un marché à deux vitesses. Et là, je me prends une gorgée. Faites-en de même. L'investissement résidentiel au Canada a chuté de 9,1 % au premier trimestre, surtout en Colombie-Britannique puis en Ontario. Mais le Québec, on est un peu comme les petits Gaulois. Nos mises en chantier tiennent assez, avec une hausse de plus de 16 % des unités lancées en 2025 par rapport à l'année précédente. La province, elle s'impose comme une des rares pôles de dynamisme résidentiel. Les projets multilogements dominent notamment dans les RMR de Québec, de Gatineau, de Sherbrooke. Pourquoi? Parce que le modèle d'abordabilité est meilleur. Là, je sais qu'il y en a qui vont chialer, tout ça, mais il y a quelque chose de bon derrière tout ça. On a un tissu urbain qui est plus flexible, puis la demande locative est encore relativement forte. Les investisseurs locaux et internationaux le savent. Puis, en plus de ça, les permis recommencent à bouger dans plusieurs villes. Reste à voir ce qui va se passer dans le futur. Sur une note un peu plus triste, un peu plus terne, les versements hypothécaires au renouvellement de ceux qui devaient renouveler, ils ont grimpé de 10 à 15 %, forçant plusieurs ménages à revoir leur budget. Je regarde un peu à gauche parce que je veux voir si l'annonce est faite. Ça s'en vient dans les quelques prochaines secondes. Alors oui, on l'a maintenant, la Banque du Canada qui maintient son taux directeur à 2,75, donc il n'y a pas vraiment de changement. Qu'est-ce qu'on a en ce moment? C'est que on a, depuis la fin janvier, c'est la 4e pause, donc la 4e fois qu'il n'y a pas de changement dans la politique monétaire au niveau du taux. Donc, évidemment, le taux préférentiel bancaire de la majorité des banques va être maintenu à 4,95. Donc, 2,75, c'est le taux directeur, puis le taux préférentiel bancaire est à 4,95, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas vraiment de changement dans les taux à court terme. Puis, on va voir comment le marché va réagir dans les prochains jours par rapport au fait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'anticipation en réalité, parce que je pense que tout le monde anticipait qu'il n'allait pas avoir de mouvement. Fait qu'on a vu des pointes à la hausse et à la baisse dernièrement du CMB ou des obligations hypothécaires du Canada. Fait qu'on va voir comment les investisseurs réagissent au niveau de la confiance, au niveau des changements qui vont être faits aujourd'hui par rapport à la Fed, au niveau des annonces qui vont être faites demain par rapport aux grilles tarifaires.
Alors, c'est quoi l'impact pour les investisseurs immobiliers? Ben, c'est sûr que la majorité des investisseurs prônent les baisses de taux parce que ça permet un accès plus facile au financement, ça réduit les mises de fonds, ça augmente les retraits d'équité. Puis avec les baisses des coûts d'emprunt, ben, il y a certains projets qui étaient en pause qui peuvent redevenir viables. Mais quand même, la rentabilité demeure tout de même sous pression. Faut vraiment regarder la rentabilité de ce qu'on achète. Il y a encore des deals, il y en aura toujours, mais il faut vérifier, surtout en construction. Les coûts de construction sont là, les frais municipaux, l'exigence sur les liquidités disponibles en construction, les délais SCHL, c'est des choses qu'il faut regarder. Mais le Québec demeure plus favorable à l'investissement que l'Ontario et la Colombie-Britannique en raison d'un prix d'entrée plus bas et d'un encadrement locatif plus prévisible. Alors, comme je viens de vous mentionner, on a un taux directeur qui est resté finalement au même montant. Puis là, ben, j'étais en train de vous expliquer un petit peu le dynamisme du marché immobilier québécois. Et puis, ce que j'expliquais, c'est, j'étais rendu finalement à vous expliquer que l'indice des prix des maisons reste stable. Là, on est revenu dans l'immobilier du Québec. L'indice des prix de maison reste stable, mais les écarts régionaux, ils se creusent pareil. Puis, dans les marchés secondaires, on le voit, Saguenay, Trois-Rivières, Sherbrooke, on note une reprise lente, mais constante. Puis les taux de vacances dans les grands centres sont encore stables, mais les loyers, eux, ils continuent de grimper. Puis c'est vraiment dans le segment des loyers de 1800 $ et plus qu'on commence à avoir le plus de résistance à la location, donc à surveiller. Et si je peux faire un complément immobilier, si on parle un instant du marché immobilier résidentiel et multilogement, sur 12 mois, les ventes de propriétés existantes au Canada ont baissé de près de 8 % après un léger rebond au printemps. Les acheteurs sont devenus plus prudents et les vendeurs plus patients. Au Québec, par contre, le volume de transactions a pas mal mieux résisté, notamment grâce à l'activité accrue dans les marchés des régions et au retour de la demande des premiers acheteurs. On a une augmentation de 31 % des ventes unifamiliales au Québec dans certains secteurs depuis janvier. Du côté des prix, on reste dans une zone contrôlée avec une baisse d'environ 1,6 % au niveau national depuis avril 2022, mais on a une remontée de 3,2 % si on parle de Montréal là, depuis janvier. Donc, c'est un marché qui cherche clairement un équilibre entre la rareté des unités puis aussi la fatigue financière des ménages puis la disponibilité de l'argent. Donc, pour le multilogement, les données les plus récentes démontrent une stabilisation du volume de vente, mais avec une compression des TGA dans plusieurs centres, dans les grands centres. Le financement, évidemment, demeure le nerf de la guerre, surtout avec les coûts de capital qui sont contraignants. Alors, si je termine finalement avec, mettons, la dernière enquête de la BDC, de la Banque du Canada, on a une enquête sur les perspectives des entreprises qui montre, ça c'est une enquête, là, c'est un sondage, qui montre une baisse des intentions d'embauche au niveau des entreprises, une stagnation au niveau des investissements commerciaux et une prudence extrême sur les marges. Et du côté des consommateurs, ben, c'est un recul de la confiance, une réduction des dépenses discrétionnaires là, qui sont plus libres. Et puis, on voit des vacances qui sont coupées, on voit des achats de voitures qui sont reportés, des rénovations aussi qui sont gelées. Alors, on voit donc une réflexion vers la prudence généralisée. Puis, il y a quelque chose de nouveau, qui est un nouvel élément, c'est que 57 % dans ce sondage-là, c'est sorti que 57 % des ménages citent maintenant que les droits de douane, c'est ça le principal risque de remontée de l'inflation. Bref, en 2025, là, pour des milliers de ménages, même aller à l'épicerie, c'est devenu une activité stressante, fait que c'est quelque chose à vérifier. En conclusion, ben, l'économie canadienne reste vulnérable, mais sans entrer dans une grande crise. On a l'immobilier qui est à surveiller de près. Les opportunités se nichent encore dans des régions résilientes. Les taux directeurs continuent de s'ajuster, probablement avec des baisses d'ici la fin de l'année. Alors, ceci met fin à ma capsule. Avant de se quitter, ben, je veux vous rappeler que dans un marché comme celui-ci, celui d'aujourd'hui, l'information, c'est un levier stratégique. C'est plus important que jamais de comprendre les dynamiques régionales, les mécanismes de transmission de taux, les éléments réglementaires, opérationnels qui sont propres à chaque type d'actif immobilier.
Puis en tant que professionnel, ben notre rôle, c'est d'anticiper puis d'ajuster tout ça, mais c'est aussi de rassurer. Puis sachez que la volatilité, le changement, comme le dernier avis de la SCHL, là, ça fait partie de la game. Mais si vous êtes bien accompagné, on peut transformer tout ça en opportunité. Alors, merci encore pour votre présence ce matin. Vous pouvez m'écrire pour discuter de vos projets de financement, de multilogement, commercial, construction, au courriel christian.pomerleau@pmml.ca. Ça va me faire plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule économique le 17 septembre. Et d'ici là, passez à l'action intelligemment. À bientôt tout le monde.